Les Congolais sont connus pour leur bonne voix et apprennent à chanter très tôt à l'école. Les enfants adorent chanter. Ils montrent ainsi leur reconnaissance de pouvoir aller à l'école et ce sans payer, ce qui n'est pas courant au Congo. En se rendant dans une salle de classe avec quelques autres visiteurs, on ne croirait pas que cette petite fille a déjà 10 ans. Elle n'est pas plus grande qu'un enfant de 6 ans, mais montre son vrai âge en répondant correctement aux questions du test. Quand on introduit cette lecture, Pierre Mutuala, notre nouveau directeur d'école, travaille de tout cœur. Il soutient ce projet d'école et tous les enfants, malgré les difficultés et les défis que l'on peut rencontrer. Nous lui en sommes très reconnaissants. de la troisième année, ça va? Ces enfants sont très habiles et c'est aussi pourquoi il faut les encourager. Ils sont heureux dès qu'ils ont la possibilité de se développer et d'apprendre, par exemple en faisant du sport à l'école, pendant la pause ou après l'école en jouant au foot avec une vraie balle. Afin que l'école puisse continuer également sans notre aide, nous avons créé un comité formé des 2 chefs de village, le chef Mweji et le chef Mumbatumba, de Jean, notre manager sur place, également de Pierre, le directeur de l'école, et un représentant des parents. Ce serpent venimeux s'est rapproché lors du tournage de notre première assemblée. C'est un danger auquel il faut toujours s'attendre ici. Le chef, Mumbatumba, ici avec sa casquette, discute avec les parents à propos de notre projet de laisser la responsabilité de l'école à des personnes sur place. Les parents devraient s'organiser et s'investir pour l'école. Le professeur Pona de Kinshasa a rejoint Wolfgang ici à Mushapo afin d'aider à construire un comité et une assemblée de parents d'élèves, mais aussi de communiquer nos objectifs dans la langue locale, Chiluba. Les bâtiments d'école temporaires faits de bois et de torchis doivent sans cesse être réparés, ou alors ils s'écrouleront un jour comme cette vieille ferme. Chef Mouyeji nous montre un endroit où trouver de l'argile. Il nous laisse sa presse pour la fabrication de briques contre une participation financière. Les pierres sont fabriquées à l'extérieur ou à l'intérieur de la ferme en saison des pluies, puis elles sont séchées. Les femmes et les enfants transportent sur leur tête l'eau nécessaire à la fabrication de la glaise pour les briques. Jean nous montre comment les briques sont empilées pour en faire un four. Celui-ci sera recouvert d'argile et l'on y mettra feu par les ouvertures inférieures. Lorsqu'il s'embrase, le four sera refermé jusqu'à ce que la braise s'éteigne d'elle-même et les briques seront terminées. Le massif de l'école sera fait de briques et de ciment.
Par la suite, on construira les murs de l'école et les fenêtres ainsi que les portes seront installées. Robert est un très bon ouvrier. Il a construit les maisons pour la ferme et pour l'école. Laurent, son assistant, est également du métier. Et ensemble, avec tous ceux qui les aident, ils forment une superbe équipe. Mis à part un salaire, Joss leur distribue les t-shirts que l'on a ramenés. Ils s'en réjouissent car cela représente beaucoup pour eux. Le deuxième bâtiment scolaire sera plus grand, avec 2 grandes salles de classe, un bureau pour le directeur et une salle pour les enseignants. Après construction de la base, le toit sera posé sur des supports en bois afin qu'ils puissent continuer à travailler à l'abri de la pluie. Un nouveau four a été construit pour la fabrication de briques pour le nouveau bâtiment. Jean est responsable pour l'organisation des travaux de construction et la répartition des tâches entre les différents ouvriers. Le bâtiment est presque terminé. Robert et Laurent nous montrent l'état d'avancement. Ensemble, avec les bénévoles, ils ont réussi à réaliser un superbe travail. Après un tel orage, l'une des vieilles fermes s'est écroulée. Nous en avons récupéré le toit intact et avons conservé les plaques de métal et poutres en bois dans un conteneur fermé pour un nouveau bâtiment. L'entreprise belge Dennis à Chicapa nous aide toujours pour le transport entre ici et Mouchapo. Ils nous ramènent du ciment, des barres de fer, du gasoil pour le générateur, nos vivres et de l'eau potable. Cela représente une aide énorme sans laquelle nous ne pourrions progresser. Leur équipe est très bien formée. Elle nous aide aussi avec le changement d'huile pour le générateur. L'agriculture représente un grand potentiel, mais très difficile à mettre en pratique, essentiellement à cause des vols, ce qui a d'ailleurs conduit la ferme SADR à la faillite. Pour notre champ de manioc, nous avons besoin d'un garde pour la journée, comme celui près de l'arbre, et durant la nuit. Après 1 an à 1 an et demi, le manioc peut être cultivé. Cela dépend de la sorte de manioc. Après, on le pèle et on le trempe dans l'eau pendant 3 jours afin d'en enlever l'acidité. Ils vont ensuite être séchés à l'air sur des supports puis emballés dans de grands sacs pour être vendus. On pourrait aussi très bien y cultiver du maïs, mais cela serait moins productif. De plus, le maïs est moins apprécié. Le manioc, en revanche, est l'aliment le plus consommé au Congo. En ce qui concerne les ananas, il y en aurait des milliers ici, mais nous n'avons pas encore trouvé le moyen de le commercialiser. Jean a quelques idées pour l'avenir. SADR a également planté des arbres à mangue, citron, orange et avocat. Mais lorsqu'un arbre est tombé malade, il a fallu investir beaucoup et attendre de nombreuses années avant la première récolte. Notre premier agneau est venu au monde, une grande joie, et nous espérons le début d'une grande lignée d'animaux. Les œufs proviennent de nos propres poules. Ici, vous voyez un repas typique du Congo, des boulettes de manioc appelées foufou. Nous
Nous avons ramené des légumes frais, de l'huile, le concentré de tomates et des petits poissons de Chicapa. Ok. Le voyage retour est une grande aventure. On s'est commandé une moto qu'il faudra conduire dans la brousse sur 50 km. Le trajet nous amène aussi à traverser de petits fleuves. Et lorsque l'on tombe sur un fleuve trop profond comme celui-ci, un homme fort transporte la moto à travers le fleuve. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. De Chicapa à Kinshasa, on prend vol dans un ancien cargo russe Antonov 24. La compagnie congolaise Air Kasai nous a sponsorisé les billets, un très grand soutien. Nous sommes obligés de prendre l'avion car les routes sont en trop mauvais état. Les camions ont besoin de 4 jours pendant la saison sèche et jusqu'à 3 semaines durant la mousson pour faire seulement 1000 km. Cela dépend beaucoup de la météo et de l'état du véhicule. Petit aperçu sur la ville de Chicapa, une ville de 1 million à 1,5 million d'habitants sans aucune route goudronnée. Les pistes de décollage et d'atterrissage, elles non plus, ne sont pas goudronnées. Ici, on voit également le fleuve de Chicapa qui se jette dans le fleuve Kasai. L'avion vole chaque jour avec des marchandises. On y trouve quelques places assises basiques le long des murs. Dans le cockpit, un Ukrainien et un Congolais accompagnés d'un technicien ukrainien. Tout ce que nous avons vu dans cette vidéo est possible grâce à votre aide. Au nom des enfants et de nos équipes, nous vous en remercions du fond du cœur. Opesaka bokonzi